vais vous inviter à nous rejoindre pour une masterclass qui va nous permettre de parler transformation, toujours transformation dans l'esprit garage. Alors, pour parler de ces transitions dans l'entreprise, nous recevons Alain Le Bouffon et Céline Wolski, tous les deux de Nokia, du garage Nokia. Alain Le Bouffon est ingénieur de recherche et développement. Il est coach agile également. Et Céline est elle aussi ingénieure recherche et développement et a une fonction particulière, Innovation Catalyst. Alors, on va commencer par des explications de texte tous les deux. Ça veut dire quoi, Innovation Catalyst et coach agile? Comment est-ce que vous pourriez expliquer vos fonctions et métiers à tous les deux? Coach agile. Je suis un acteur de la transformation. Après avoir fait du développement pendant de nombreuses années, je suis passé dans l'accompagnement, acteur du changement, la transformation en recherche et développement chez Nokia pour passer d'un mode séquentiel, cycle en V, waterfall, à un mode plus agile, plus rapide et correspondant mieux aux attentes des clients et tenant compte des changements et des modifications des volontés du client. C'est pour faire passer des équipes de recherche et développement en mode agile, il faut les accompagner. Et donc moi je suis un tuteur, un mentor. J'explique aux gens, je les aide à travailler en mode agile. Voilà, donc je suis un conseiller. Et vous, Céline? Alors Innovation Catalyst, ça vient, si vous vous souvenez de vos cours de chimie, le catalyseur qui est en fait un élément chimique qui accélère une réaction chimique. Donc en fait, moi, mon rôle dans l'entreprise, c'est d'accélérer les processus d'innovation. C'est le petit trublion dans les équipes pour faire émerger les idées et accélérer en fait le changement et l'innovation. Celle qui accélère la réaction chimique dans les équipes, c'est ça? C'est ça. Donc en fait, un petit exemple simple en chimie, c'est quand on a le fer et l'oxygène qui permettent de faire la rouille, ben, l'eau est un catalyseur en fait de la réaction chimique. Alors en détail, c'est pas tout à fait ça, mais c'est pour simplifier un peu. Voilà. Donc on accélère juste le processus naturel des organisations. Ce qui est intéressant avec ces deux métiers, c'est que vous êtes sur l'agilité, sur le côté catalyse, tous les deux sur de l'accélération pour permettre d'aller plus vite. Alors, je voudrais aussi que vous nous expliquiez cette masterclass. Elle est titrée « Transformation par imprégnation successive » et ça a un sous-titre, c'est « Open Innovation, l'esprit garage ». Pourquoi on est dans ce titre-là et pourquoi dans un garage? Expliquez-nous ça. Alors l'esprit garage, Open Innovation, ça porte bien son nom, hein, c'est une structure ouverte. Le garage, c'est un endroit où les gens viennent avec ce qu'ils ont envie d'y amener et ils partagent ce qu'ils amènent. C'est une initiative par les salariés, pour les salariés, et donc c'est une structure qui n'est pas dépendante hiérarchiquement de quiconque. C'est un endroit où on vient partager, créer, on y amène ce qu'on veut et on partage ce que l'on veut. Ça a ce côté un peu auberge espagnole. C'est exactement ça, c'est une auberge espagnole. Vient qui veut, apporte ce qu'il veut. Absolument. Il y a un autre élément, Céline? Pour le garage, en fait, le terme le garage vient en fait d'une référence au mythique garage de la Silicon Valley, hein, parce qu'on sait que toutes les grandes entreprises comme Apple, Amazon, Walt Disney ou HP ont tous commencé dans un garage et on peut les visiter quand on va dans la Silicon Valley et on a voulu garder l'esprit et le nom en référence à ces garages. Alors ce garage dans lequel vous travaillez et puis vous aidez chacun à innover, il s'est développé au sein de Nokia. On connaît tous Nokia, ou en tout cas on connaît les téléphones, peut-être moins ce qu'est l'organisation et la configuration de cette entreprise. Quelques repères pour bien comprendre ce qu'est réellement cette entreprise internationale. Oui, Nokia, c'est une très grande entreprise. C'est 100 000 salariés de par le monde. C'est 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est 40 000 ingénieurs de recherche et développement. L'innovation, c'est vraiment, ça fait partie intégrante de l'esprit recherche et développement chez Nokia. C'est quoi? C'est plus de 30 000 brevets, pas loin d'une dizaine de prix Nobel. L'innovation, ça fait vraiment partie de notre ADN, j'allais dire.
Et vous êtes sur un secteur qui est en perpétuelle mutation, transformation, hein, celui des hautes technologies, ça bouge tout le temps. Comment est-ce que ça se vit concrètement pour les salariés? Un secteur qui bouge tout le temps, dans lequel il faut innover tout le temps? Ben, c'est justement tout le problème. C'est un peu compliqué parce que les salariés sont dans un état d'esprit où justement on travaille dans de la technologie. On est en perpétuelle adaptation aux changements, aux technologies, aux outils. Depuis un siècle et demi, Nokia est passé de la papeterie à la télécommunication mobile, aux faisceaux, aux liaisons sous-marines, aux fibres optiques. Donc tout ça, c'est quelque chose qui demande aux gens de s'adapter perpétuellement. Donc c'est compliqué quand on est en permanence en train de courir après quelque chose ou en tout cas de suivre quelque chose. Et bon, la technologie, si jamais on ne la suit pas, c'est un peu comme le vélo, quand on ne pédale pas, on tombe. Vous êtes dans cette situation-là, il faut continuer à avancer, sinon on est distancé. Oui, alors ceci étant dit, c'est pas un péril. Hein. Disons que le but, c'est d'être toujours légèrement en déséquilibre vers l'avant pour pouvoir avancer, faire un pas après l'autre. Et il ne faut pas rester statique là comme je le suis là maintenant. Ah, mais vous avez le droit de bouger, vous Ouais, pouvez bouger. je peux. Surtout pour un coach agile, on peut bouger. Donc il y a ce contexte particulier, un secteur de haute technologie qui oblige à être toujours dans ce mouvement d'innovation. Et c'est dans ce contexte-là qu'est né en 2015 le garage. Céline, vous nous racontez un petit peu l'histoire, ça sort d'où ce garage? Alors le garage initialement a démarré sur le site de Paris-Saclay et anciennement Alcatel-Lucent, donc ça a démarré sous l'ère Alcatel-Lucent parce que Nokia a racheté Alcatel-Lucent l'an dernier. Ça a démarré dans un laboratoire de recherche Bell Labs, donc le centre de recherche Alcatel-Lucent qui s'appelait Acceleration Platform, c'est bien ça? On a le créateur, le père du garage, ici avec nous aujourd'hui. Ce laboratoire s'est transformé et est devenu ce qui est aujourd'hui connu sous le nom du garage. Et il est arrivé sur Lannion quelques années après, quand les porteurs du projet de Paris-Saclay sont venus présenter le projet sur le site de Lannion et ont motivé quelques personnes pour lancer l'aventure sur le site de Lannion. Et aujourd'hui, il est essaimé sur l'ensemble des sites de Nokia à travers le monde. Donc, ils souhaitaient, eux, venir planter quelques graines un peu partout. À Lannion, vous avez dit oui. Oui. Et vous avez créé ce qui est un lieu. Comment est-ce que vous le décririez, ce garage? Alors, le garage, c'est ce qu'on appelle un tiers-lieu dans l'entreprise. Il n'est rattaché à aucune business group. C'est un lieu qui a été créé pour les salariés et par les salariés. Donc, on a été un petit groupe à lever la main et à être intéressé pour lancer le projet. Donc on s'est approprié avec le soutien de la direction un espace dans l'entreprise qu'on a aménagé nous-mêmes. Donc là, vous voyez quelques illustrations de l'espace. Ça a été peint par les salariés, les meubles ont été choisis par les salariés, on a bricolé quelques tables basses, on a fait de la récupération. Donc c'est avant tout un lieu dans lequel les salariés peuvent se croiser. Il faut savoir que le site de Lannion est un site qui était très étendu. Donc là, on a migré sur un espace plus restreint, mais c'était un site qui était très étendu. Et les gens ne se croisaient pas forcément et ne discutaient pas forcément ensemble. Et on voulait un lieu dans lequel les gens pouvaient se croiser dans un cadre un peu informel, un peu disruptif, pour faire tout un tas d'activités. On s'est organisé sur deux gros axes. Une partie Makerspace, qui est en fait un Fab Lab, avec des machines comme des imprimantes 3D, du matériel informatique ou électronique, des Arduino, des fers à souder, dans lequel on vient bricoler. Et puis un autre espace qui est plus aménagé pour faire des séances de créativité, avec des tableaux blancs, post-it, espaces pour écrire, tables amovibles qui peuvent se réaménager. Et puis un espace un peu plus, on va dire, détente, avec convivialité. Voilà, un espace convivialité avec baby-foot, canapé, un coin cuisine. On vient prendre le café après le repas, échanger et discuter. Un peu à la mode Google, en fait, inspiré un peu des labs Google. Et on retrouve là aussi l'inspiration garage. Mais ouais, je crois qu'au-delà du lieu, le garage, c'est un petit peu plus... Le garage, c'est un lieu, mais c'est surtout un état d'esprit. Et c'est ce qu'on essaye de promouvoir, c'est cet état d'esprit du faire, du make. Et puis cet état d'esprit de oser casser les silos, on fait fi de la hiérarchie,
on ose parce qu'on n'a pas de KPI dans le garage, c'est en plus des activités, c'est pas lié au business group. Donc il n'y a pas d'attente spécifique de la direction par rapport à ça. Donc on est plus libre de créer, d'oser, de tenter des choses. Et puis on est typiquement dans la promotion du faire, du prototypage et de l'essai-erreur en fait. Donc c'est vraiment un état d'esprit qu'on pousse. Le lieu, l'état d'esprit, le lieu pour que cet état d'esprit se développe. Et racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé au début, quand les garagistes de Saclay sont venus à Lannion en disant voilà, on a une idée. Est-ce que ça a pris tout de suite, hein? Ouais, ben, c'est là qu'on rebondit sur l'imprégnation successive, parce que c'est exactement le problème. La perception de ce que faisait ce petit groupe qui a démarré le garage ex nihilo comme ça, sans consigne, sans demande hiérarchique, pas dans le cadre du CE, simplement une initiative comme ça, en dehors des heures de travail, c'est du bénévolat. Au début, c'était un petit club d'amis, les gens ne se sont pas bien rendus compte que justement l'aspect auberge espagnole qu'on a évoqué tout à l'heure, il n'était pas bien rentré dans l'esprit, les gens n'ont pas compris, et du coup il y a eu une espèce de suspicion. Est-ce que dans le contexte de gros changements, de modifications d'organisation chez Nokia et les modifications de périmètre, est-ce que ça, c'était pas le garage, est-ce que c'était pas une diversion, quelque chose qui permettait de faire passer quelque chose qui n'était pas... est-ce qu'on n'essayait pas de... Les gens du garage, est-ce qu'ils n'étaient pas un peu... oui, c'est ça, il y avait une défiance par rapport à ça. Et c'est pour ça que quand on parle d'imprégnation successive, c'est vraiment ça. Il faut qu'on puisse dire par couches successives, en s'adressant différemment à différentes personnes. Les gens, Céline a évoqué le makerspace, c'est l'héritage de nos labos hardware de quand on était petit. Hein, et puis aujourd'hui, c'est le coup du garage avec un petit SDK qui permet de démarrer des choses avec un Raspberry Pi facilement. Donc là, on a les jeunes qui sont plus geeks que les plus anciens. Et puis après ça, il y a les gens qui préfèrent réfléchir, penser, idéation. Et là, c'est plutôt de la créativité. Toutes ces populations-là, dont les attentes ne sont pas les mêmes, il faut absolument qu'on leur passe le message et qu'on leur explique qu'ils peuvent venir, ils sont les bienvenus et du coup, éviter tout amalgame avec une idée qui serait de faire diversion par rapport aux gros problèmes que les gens ressentent quand il y a une grosse transformation dans l'entreprise. Donc il y a eu un peu de flottement parce que c'était une initiative, comme vous dites, bénévole, volontaire de certaines personnes, sans cadre, ni CE, ni instruction de la hiérarchie. Sorte, et ça a un petit peu déstabilisé au départ. Ah, clairement, les gens la plupart des salariés au début étaient tout à fait suspicieux et on a tourné pendant plusieurs mois à une poignée. Alors on a fait des ateliers, des communications, des conférences, et puis sur des sujets divers et variés, qui ont agrégé différentes personnes qui sont venues voir. On les a invités, on a fait une journée porte ouverte, on a appris aux gens comment se servir d'une imprimante 3D, des choses qui leur ont donné envie de venir. Et aujourd'hui, on a quand même... grosso modo, une centaine de personnes qui viennent régulièrement au garage, et je pense que peut-être pas la moitié du site est déjà venu, pas loin de la moitié. Donc on est sur Lannion, on est 800 personnes. Hein. Nokia en France, c'est 5000 personnes, 800 à Lannion et puis on va dire 1000 et puis 4000. Bon, bah, la moitié du site est déjà passée au moins au garage. Et du coup, ils se rendent compte aussi que ça peut ça peut être intéressant aussi dans d'autres cadres que simplement le garage, le partage. On a des line managers aujourd'hui qui nous demandent de venir d'animer un atelier de créativité dans le cadre du garage, parce que c'est toujours pareil, le cadre est assez différent, les couleurs sont pas les mêmes, les tables sont hautes, on peut bouger les meubles, on peut mettre de la musique, et donc ces line managers se disent tiens, mais finalement c'est peut-être un outil qu'on peut utiliser. Alors, pour répondre à ce flottement qui a eu au départ, il a fallu que vous expliquiez ce qu'était le garage. Comment vous avez présenté ce qu'est votre garage et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire là? C'est quoi le garage? En fait, alors c'est difficile de dire ce que c'est parce qu'en fait c'est en continuel
mouvance, on s'adapte, en fait, on apprend et en fonction des réponses de l'auditoire, ben, on adapte. En fait, ce que c'est pas, on peut dire ce que c'est pas parce que c'est plus facile. Alors, c'est pas une section bricolage comme on peut avoir dans un CE. C'est pas une salle de réunion. On peut pas la réserver comme ça. Il faut avoir, on peut pas faire un meeting classique hebdomadaire. Dans l'espace, c'est pas un club de potes. Donc, mais en même temps, c'est un peu tout à la fois parce qu'on vient y travailler. C'est pas non plus quelque chose qui vient d'une business line. C'est pas rattaché à l'opérationnel, mais on peut y faire de l'opérationnel quand même. Donc en fait, c'est ni tout ça et c'est en même temps un peu tout ça à la fois. Donc c'est assez polymorphe et ça s'adapte en fait en fonction de chacun. Et même s'il y a un baby-foot, c'est pas un foyer. Et même s'il y a une cuisine et on peut faire du café, c'est pas un foyer. Mais pourtant, on peut quand même venir jouer au baby-foot et puis prendre du café. Et les salariés, ils s'y retrouvent, ils arrivent à voir ce que c'est en partant en rayant les mentions, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Mais est-ce qu'ils voient ce que c'est? Est-ce qu'ils se l'approprient? Alors, sur la 2e année d'existence, ils se sont de plus en plus appropriés. En fait, on a travaillé, comme le dit Alain, par imprégnation successive. Donc, on a monté des programmes mensuels qui sont communiqués en début de mois aux salariés, où on organise sur l'heure de midi des ateliers variés. Donc, ça peut être des conférences un peu techno sur un sujet un peu pointu. Ça peut être des ateliers un peu plus ouverts, comme sur le design thinking, sur des méthodes comme le Lego Serious Play. On a organisé des formations sur les imprimantes. Et puis, on s'est surtout appuyé sur un réseau de personnes qui étaient un peu plus ouvertes et qui avaient envie d'oser tester. Et puis, on a proposé des activités aux opérationnels, des activités de team building, des activités au niveau des business lines d'innovation en organisant des workshops d'innovation avec le client. Et puis, par imprégnation et par viralité, en fait, ces managers et ces salariés qui ont participé, qui étaient contents, ont en fait évangélisé et fait nos porte-paroles de ce qu'on pouvait y faire. Et puis, aujourd'hui, les gens viennent plus spontanément. On a des demandes de personnes qui n'étaient pas passées, qui disent « j'ai entendu que vous faisiez ça, est-ce que vous pouvez organiser quelque chose pour nous ?» Donc, on s'est vraiment appuyé, en fait, plutôt que de faire de la com un peu descendante, comme on a essayé de faire au début, on a essayé vraiment de s'appuyer sur un réseau de volontaires, de personnes qui avaient un peu cet état d'esprit et qui ont fait en fait les meilleurs porte-paroles parce que en embarquant leurs équipes, qui avaient des personnes qui étaient très sceptiques et qui étaient sur les freins en arrivant et qui étaient finalement très contents de ce qu'ils avaient vécu dans l'espace, faisaient en fait nos meilleurs ambassadeurs que d'essayer nous de prêcher notre parole. Et puis on a fait un peu de l'inclusion et du fait qu'on a déjà 2 ans d'existence, il y a certains projets qui sont nés et puis qui sont apparus et qui sont visibles de tous. Et ça, c'est la démonstration par l'exemple. Par exemple, ça peut être quoi? Le bon exemple, c'est la Sweet Top Box. Là, c'est une petite boîte lumineuse qui permet de rythmer les réunions, qui se colore d'une façon différente suivant qu'on est à la moitié de son temps de parole ou à la moitié de la durée de la réunion. Quand on arrive à 10% de la fin de la réunion, elle change de couleur. Donc c'est une espèce de chronomètre lumineux et donc c'est un peu ludique. On voit que la boîte change de couleur. Ça a tellement plu même qu'on a un exec qui était venu nous voir et qui a dit « moi j'en veux une pour les réunions de l'Excom ». Je repars avec. Ouais, alors il nous a demandé ça, on ne lui a pas donné parce qu'elle était un peu bricolée quand même. Mais on en a fait une vraie industrielle après. Donc ça, c'est l'un des exemples de la manière dont vous avez fait tache d'huile, imprégnation ou tache d'huile. Vous aviez donc à passer par-dessus cette résistance de départ qui était cette défiance par rapport aux transformations. Il y avait aussi, me semble-t-il, pour la plupart des salariés, la pression du quotidien. Est-ce qu'on prend le temps, est-ce qu'on s'autorise à prendre le temps d'aller dans un lieu comme celui-ci, quand on a une charge de travail qui nous oblige peut-être à rester devant l'ordinateur ou dans un atelier? Ça a été aussi un point sur lequel vous avez été obligé de travailler. Alors, il y a eu un gros travail à faire avec le middle management, parce qu'en fait, on avait un gros push et un gros soutien au niveau top management qui nous disait il faut prendre le temps d'innover, il faut prendre le temps de lever la tête du guidon et de regarder un peu plus loin. Il y avait une envie des salariés en bas et il y avait cette pression de l'opérationnel avec des contenus à livrer, des dates, des échéances. Et puis le manager qui est obligé de dire
c'est bien parce que le grand chef dit que c'est bien, mais qui derrière rappelle insigneusement tu te disperses ou tu passes peut-être un peu trop de temps, tu as fini de jouer au Lego, enfin ce genre de choses qui est Tu compliqué. vas pas prendre 2 heures pour Voilà, aller c'est ça. faire un tour Quand- au garage oui. alors que tu as quelque chose à Quand, rendre ce quand tu auras soir. fini de jouer, tu pourras revenir bosser Travailler. pour la business line. Ça s'est entendu ça. Ah oui, oui, tout à Ouais. fait. Oui. Non, ça s'est Donc entendu. en fait, Bon, moins ben, maintenant quand même. c'est un peu moins, mais c'est un travail en fait quotidien et continu en fait expliquer l'intérêt, expliquer aux managers. Donc en fait, ce qui est plutôt bon, c'est que chez Nokia, il y a un gros push là-dessus, même dans les objectifs individuels des gens, il y a une partie qui est sur écosystème et puis un peu sujet transverse. Donc les gens qui se voient un peu reprocher de participer à ce genre d'activité peuvent dire bah ouais, mais c'est dans les objectifs de l'entreprise aussi, donc je ne fais que répondre à mes objectifs individuels, mais c'est quand même long et il y a ce côté un peu vicieux où on donne l'autorisation, mais derrière ça peut être un peu taclé. C'est compliqué, hein, même pour des gens de R&D, de se rendre compte que on est des tâcherons en fait. On a des obligations de résultats en termes de delivery, en termes de livraison, mais notre temps de travail n'est pas compté. Malgré tout, comme on a des obligations de résultats, les gens ne s'accordent pas le droit de venir passer 1 heure au garage parce qu'ils pensent qu'ils ont besoin de ce temps-là absolument. Et pour ça, ce qui descend du top management chez Nokia, c'est vraiment oser, quoi. Et puis le droit à l'erreur. Si on se trompe dans un cas sur 5, c'est bien. Il n'y a pas de problème, on a le droit. Encore une fois, la couche de middle management, elle n'est pas encore complètement. On a un travail d'imprégnation à faire à tous les niveaux. Finalement, j'ai presque envie de dire que le salarié, ce serait le plus facile, le salarié de base, le N-5. C'est peut-être les N-3, N-4 qui sont compliqués. Qui ont du mal. On va poser ça comme l'un des facteurs de réussite de votre expérience, c'est qu'effectivement, le positionnement soit clair au niveau du top management et puis ce travail au niveau de chacun des salariés pour leur donner la possibilité de venir se sentir libre. Il y a quand même un autre facteur, vous n'en avez pas parlé, mais on sent bien qu'il a fallu pour vous deux développer une énergie considérable pour mener cette action. Vous parliez tout à l'heure des bénévoles, vous avez bénévolement repeint les locaux, ça demande quand même beaucoup d'énergie. C'est clé, hein, je dirais même dans tout ce qu'on fait. Quand on a un projet, pour le porter, il faut y croire, hein, et donc il faut être passionné par ce qu'on fait et vraiment être passionné par le sujet qu'on porte et qu'on pousse. Ça a été clé parce que quand on le fait en plus de son travail opérationnel, c'est sûr qu'on ne fait pas quelque chose qui ne nous intéresse pas et qui ne nous remue pas les tripes en plus de sa charge pour laquelle on est payé. Donc c'est clair que la passion joue beaucoup et elle joue beaucoup aussi dans la façon de transmettre. Si on n'est pas soi-même convaincu et qu'on n'est pas passionné, le message ne passe pas. Et quand les gens nous entendent parler ou quand les gens ont vécu et qu'ils en parlent, derrière, ça a beaucoup plus d'accroche quand la personne le vit. En fait, donc il faut des passionnés au départ. Vous l'êtes tous les deux. Oui, alors la passion, elle est indispensable. Ça rejoint tout à fait la thématique de 360 possibles. La passion, alors, il y a différentes passions, hein, mais bon, Céline, elle est péchue, elle est jeune, passionnée. Elle est passionnée, elle vient d'une start-up, elle veut casser les chaînes, bouleverser tout. Moi, j'ai plus d'expérience, j'ai un certain nombre de certitudes. La certitude que passer par le faire, c'est très important. Le makerspace, c'est important. C'est peut-être ma formation de développeur hardware. Je parlais des labos hardware qu'on avait quand on avait ça encore chez Nokia. On passait beaucoup de temps à faire nous-mêmes du bricolage dans nos labos. Et cette culture-là, moi, je l'ai. Donc, je trouve dommage qu'on l'ait perdu, ou en tout cas qu'on ne le fasse pas perdurer. Et le garage, c'est exactement cette opportunité-là. Donc, moi, j'ai envie de pousser les jeunes à dire, allez, on y va, ou même les plus anciens. Compliqué, les plus anciens, hein. C'est la résistance au changement est compliquée, hein. Mais c'est vrai qu'il faut pousser, tirer, bousculer, et puis pour autant convaincre, quoi. Et puis il faut le faire sur un temps long, parce qu'une démarche comme ça demande à la fois d'être un coureur de sprint et puis un coureur de marathon. Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'usure quand on
quand on tire à 2 au départ, même si Mais vous avez une équipe, on est plus nombreux. mais Hein. à un petit nombre, quand on tire un projet comme ça et qu'on doit le tirer longtemps. Alors pour que ça s'inscrive dans la durée, je rejoindrai un peu ce qui s'est dit ce matin à la conférence là, de Marie-Aude. Pour que ça dure, il faut trouver ce qui nous porte. Il faut aller chercher son intérêt primordial. Et si on s'égare, si on n'a pas conscience de son intérêt primordial, qui est peut-être sur une certaine thématique à un moment donné et puis qui peut changer, si on s'écarte trop de ce qui nous porte au fond de nos tripes, là c'est compliqué, ça ne peut pas s'inscrire dans la durée. Et le fait d'être plusieurs, de confronter nos points de vue, de s'échanger, ce que Céline apporte au groupe, ce que moi je peux apporter aux autres, ce sont des facteurs de motivation qui nous permettent de nous inscrire dans la durée. Je pense que c'est un peu comme la vie associative. En fait, il faut sans cesse du renouvellement et puis une complémentarité, je dirais, dans les porteurs. Parce que si on est tous un peu avec les mêmes sensibilités, le moindre truc qui va un peu dérailler, tout le monde va avoir le moral ou va lâcher en même temps. Quand on a des profils qui sont complémentaires dans l'équipe qui porte, et quelque chose qui va affecter quelqu'un, il y a l'autre personne qui va un peu rebooster. Et donc du coup, il y a toujours quelqu'un pour retirer le groupe vers le haut. Et puis il y a vraiment aussi autre chose. Si on ne faisait qu'être un petit groupe qui essaye d'entraîner les autres et qu'il ne se passe rien, ce serait compliqué. Mais cette agrégation, là, cette imprégnation successive qui fait qu'on va agréger de plus en plus de gens qui eux-mêmes vont apporter autre chose. Il y a des espèces de relais de croissance, j'allais dire, qui font que ça entretient la flamme, quoi. Ça entretient la flamme chez vous et chez les autres salariés. Est-ce que vous pensez qu'une expérience comme la vôtre, c'est un facteur de passion dans le travail ou en tout cas d'implication de vos collègues? Est-ce que vous aidez à ce qu'ils se sentent bien impliqués à leur place dans l'entreprise? Alors moi, j'ose croire ça, ouais. J'ose croire que ça les porte, ça leur apporte quelque chose et que par conséquent, ils vont, dans leur travail opérationnel, ça va s'en ressentir. En principe, quand on trouve un épanouissement quelque part, on le conserve. C'est quelque chose qui permet de s'entretenir. Et puis par ailleurs, on a échangé avec d'autres et même dans son travail opérationnel, on a rencontré d'autres personnes dans d'autres services qui, eux, ont même partagé d'autres expériences. Tout ça, c'est quelque chose qui qui s'inscrit dans la durée. Et je pense que c'est très important. Il y a deux facteurs. On a des gens qui, comme dans toutes les entreprises qui a été dit ce matin, qui sont relativement désengagés dans l'entreprise et puis qui ont été amenés par différentes actions à travailler sur des projets. Et au garage, ils se sont sentis un peu plus libres, ils ont trouvé de l'écoute, de la solidarité. Ils ont monté un projet, ils l'ont poussé, ça leur a donné de la visibilité, ils ont été encouragés à aller plus loin. Et puis finalement, ils ont retrouvé cette pêche et cette envie en fait, qu'ils avaient peut-être en démarrant dans l'entreprise et qu'ils avaient un peu perdu en s'égarant au gré des réformes et des changements et ce genre de choses, et de se ressentir un peu mis en avant, mis sur le devant de la scène, valorisés pour leurs compétences qui ne sont pas forcément des compétences opérationnelles, mais des compétences qu'ils avaient et qu'ils ont pu mettre en pratique. Ça a reboosté je pense que ça apporte de la mobilité, parce que la mobilité, c'est la mobilité dans les métiers, la mobilité dans l'entreprise, dans les services, sur les produits, cette mobilité qui quelque part nous met un peu en danger, enfin on se met en déséquilibre. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure, juste comme il faut pas pousser parce que sinon on tombe, mais si on est juste en déséquilibre, alors le fait d'aller dans le garage, on est mobile parce qu'on réfléchit à d'autres thématiques, on discute avec d'autres gens, d'autres services, on travaille sur d'autres projets et donc on est intellectuellement bousculé sans danger, parce que le garage c'est très bienveillant et donc on a le droit de se tromper. On a le droit de se tromper 10 fois, 20 fois et en plus on ne peut jamais tomber parce qu'il y a toujours quelqu'un pour vous rattraper. Ceci dit, pour que ce soit réellement stimulant, valorisant dans le cadre du travail, il faut qu'il y ait un lien qui se fasse entre le garage et l'entreprise, entre le garage et Nokia. Donc que certaines choses créées au garage puissent servir dans l'entreprise. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ?
Ça n'a pas été le cas la Non. première année. Et c'est un peu quand on a fait le premier sondage en fin de première année, quand on demandait aux gens pourquoi vous ne venez pas, ils disaient bon, on est déjà sous la charge opérationnelle et je ne vois pas le lien avec l'opérationnel. Et certains, comme c'était dans le cadre du travail, voulaient qu'il y ait un lien avec l'opérationnel. Donc le travail qu'on a fait, c'est qu'on a écouté aussi un peu les managers et on est allé voir les responsables de business line sur le site. On leur a dit qu'est-ce que vous attendriez de ce lieu, En fait, il y a 2 axes qui sont sortis. Le premier axe a été accompagnement des équipes. Donc ça, c'était tout ce qui était Innovation Workshop, créativité ou team building. Donc on a maintenant des demandes de managers pour les accompagner sur ce type d'activité. Et l'autre axe a été, puisque l'activité principale du site, c'est une grosse majorité, c'est le développement des radios. On a mis en place, dans un mode un peu garage, une plateforme pour l'Internet des objets. On a mis du réseau dernière génération sur le site. Et on a dit aux gens, venez utiliser cet espace garage pour créer des use cases, donc des cas d'usage pratiques sur ce que vous faites tous les jours. Ça va vous permettre à la fois de mieux comprendre les technos sur lesquels vous travaillez, mais d'un point de vue utilisateur. Donc en fait, avec un impact direct sur l'opérationnel, puisque quand je prends le point de vue de l'utilisateur, je comprends un peu mieux ces problématiques que j'ai pas. Et ses besoins. Et ses besoins, et donc du coup, amélioration. Un bon exemple de ça, ce réseau là dont parle Céline, qui donc exploite une fréquence qui est non encore utilisable par les opérateurs, puisqu'elle ne le sera qu'en mars 2019. Qui est une fréquence LTE, mais sur laquelle on fait passer de l'Internet des objets. Et donc les objets connectés, c'est prévision 28 milliards d'objets connectés en 2020. Ça fait 4 objets par personne, donc comptez-vous, ceux qui ont un smartphone dans la poche, ça en fait déjà un. Tous ces objets connectés, donc les réseaux des opérateurs sont en train de se transformer pour ça. Nous, aujourd'hui, on a fait une première mondiale dans la mobilité des objets connectés sur un réseau expérimental qui est ouvert à l'écosystème. On a une cellule LTE sur une fréquence qui est donc privée et qui est ouverte à l'écosystème. Les startups peuvent venir essayer de raccorder qui a un objet, un poteau qui fait des mesures dans les champs. Et on a des salariés qui sont apiculteurs et qui ont dit nous, on voudrait bien développer une ruche connectée. Alors, il ne s'agit pas de mettre un objet connecté sur chacune des abeilles, il s'agit de connecter la ruche pour qu'elle donne un certain nombre d'informations. Alors, ça existe, les ruches connectées, mais avec le système qu'on propose, qui est donc présente des avantages en termes de débit, on pourra prendre des photos, et puis on a surtout un temps réel qui est respecté. Et paraît-il, alors là, les apiculteurs savent ça, ce qui est très important pour un apiculteur, c'est de savoir quand est-ce qu'il y a un essaimage. Parce que les essaims d'abeilles, c'est très important, il faut les conserver. Et l'essaimage, ça se repère assez facilement. Alors on peut mettre une caméra pour le voir s'envoler, mais là, c'est pas ça. On surveille sa chute de poids. D'un seul coup, il y a une reine qui s'en va et il y a tout un tas d'abeilles qui s'en vont avec. Et il y a une perte de poids brutale. C'est du temps réel. L'apiculteur a 10 minutes pour récupérer l'essaim. Sinon, après, il est perdu. Donc, il a vraiment besoin de rapidité. Et donc, il a besoin de temps réel, même si c'est une information qui est finalement « je viens de perdre du poids ». Oui, ça peut être pas mal. Là, on est vraiment sur l'usage et on voit très bien sur cet exemple l'intérêt en complémentarité du garage. En conclusion, et avant de répondre aux questions de la salle, je voudrais savoir tous les deux ce qui, à votre sens, peut inspirer d'autres personnes ici dans votre expérience. Quel message vous souhaitez nous faire passer sur ces quelques années où vous avez mis en place et réussi à faire de ce lieu un endroit de créativité ouvert à tous? Moi, j'ai envie de parler de confiance d'abord. Il faut surtout que les gens aient confiance dans la structure, qu'est-ce qu'elle leur apporte, et le fait que ça ne les met pas en danger vis-à-vis de l'opérationnel, et qu'ils y trouvent quelque chose. Ça me semble important, la confiance. Construire la confiance. Ouais, moi, c'est le côté oser et essayer. Et c'est lever ses propres barrières, parce qu'en fait, je pense que les premières barrières qu'on a au sein de l'entreprise, c'est nous-mêmes. Après, il y a les barrières du grand groupe et les lourdeurs d'un grand groupe, mais je pense que les toutes premières barrières, c'est nous-mêmes qui nous les mettons. Et c'est essayer de travailler un peu différemment et oser dépasser déjà ses propres biais, freins et barrières, en fait. C'est la clé, je pense, pour avancer. Ouais. Oui, pour chacun. Merci beaucoup. Merci, je vais vous demander de les applaudir.